On est presque là. Mais vite, Poupeau! Alors, non, tu nous as un tout petit peu raconté tout à l'heure que ton arrivée même sur le film était un peu surprise, puisque tu étais arrivé un peu tard. Mais du coup, ce que tu ne nous as pas dit, c'est qu'est-ce qui te convainc, toi, sur un projet comme ça, sur lequel tu n'es pas a priori attendu et qui n'a pas été écrit pour toi. Tu as évoqué ton rapport, y compris à des amis qui t'ont parlé de cette vague du cinéma argentin et de ton rapport à Alessandro Alonso. Là, c'est le ton même du film. Je dis ça parce que, comme tu évoques le fait que tu n'es pas sûr de comprendre complètement le personnage, mais on va revenir là-dessus, le déclic, c'est quoi? C'est la rencontre avec le réalisateur? C'est l'écriture? Alors, la généalogie du truc, c'est qu'un jour, j'étais dans un restaurant à Paris, et il y avait deux Argentins qui mangeaient à une table à côté, et un des deux Argentins me connaissait, donc il vient me saluer, il me présente Santiago, en disant, voilà, c'est un metteur en scène très intéressant argentin qui va tourner en France, avec un tel. Je lui dis, mais pourquoi moi je suis pas dans le film? Et après, bon, j'oublie l'histoire. Et un jour, mon agent me dit, bah voilà, il y a un metteur en scène argentin très intéressant, et un acteur se désiste, et du coup, il y a un rôle, est-ce que ça t'intéresse? Je t'envoie le scénario. Je me rappelais de ma rencontre avec Santiago, que j'avais trouvé sympa, parce qu'en plus, on avait fait la nuit ensemble à dériver un peu de bar en bar, là, c'était quand même un bon souvenir. Et je me suis dit, ok, bon, bah, ça m'intéresse de rentrer dans ce projet, j'ai lu le scénario, que j'ai trouvé intéressant, et ce rôle, en fait, le rôle a beaucoup évolué. Dans le scénario, il n'y avait pas du tout la voix off. Ça, c'est quelque chose qu'il a inventé pendant le montage. En fait, on a tourné juste avant le confinement, donc en février-mars 2020. Et après, on s'est quitté, tout le monde s'est retrouvé confiné. Et puis en Argentine, c'était compliqué, je crois. Donc il a eu beaucoup de temps pour se pencher sur son montage. Et il s'est dit, ah tiens, quand même, le personnage de Jean-Claude, ça m'intéresse, pourquoi ce serait pas lui le narrateur? Et il a transformé un petit peu tout ça pour que, à l'arrivée, ce soit moi qui fasse cette voix off. Il m'a envoyé le texte sur mon mail, et comme moi j'étais confiné à Paris, mais que j'ai quand même du matériel pour enregistrer un ordinateur, un bon micro, enfin un préampli, il m'a dit essaye la voix off. J'ai pris beaucoup de plaisir tout seul à faire cette voix off, à faire 1000 prises, plein de tons différents. J'ai envoyé le résultat, il m'a dit c'est très intéressant, je vais le mettre dans le film. Mais à la base, pourquoi j'ai dit oui? J'ai dit oui, en fait, c'est ça pour continuer l'aventure avec Santiago. Je pensais à l'Argentine. J'ai un ami, Benjamin Biolay, qui a fait la musique la reprise de Petit Fleur à la fin, qui me dit ah, mais oui, Santiago, parce qu'il aime beaucoup l'Argentine, Benjamin. Il a passé beaucoup de temps là-bas, il est assez connu en tant que chanteur français, il aime bien l'Argentine. Donc il m'a dit ah oui, vas-y, fonce, Mamel, l'Argentine, c'est génial. Et puis en plus, Santiago, c'est un très bon mec, donc tu vas faire partie d'un beau projet. Et Petite Fleur, le roman dont est adapté le film, est un best-seller. Et je me suis tout de suite imaginé en Argentine, au soleil, avoir Et tu te retrouves à Clermont-Ferrand. Et donc voilà, et puis ça tombait dans le calendrier. Mais c'était de la curiosité, vraiment, c'était de la curiosité. Parce qu'à la lecture du scénario, j'imaginais pas du tout le film comme ça. Puis en plus, comme je le disais, le film a beaucoup évolué, mon personnage a évolué, il n'était pas censé être le narrateur. Donc je mettais les pieds, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, dans l'inconnu, et j'ai bien aimé ça aussi. Et pourquoi tu n'imaginais pas du tout le film comme ça? Qu'est-ce qui changeait dans le scénario que tu avais lu toi par rapport au ton qu'a trouvé le film aujourd'hui? Je me rappelle plus si je m'étais fait une idée à partir du scénario. J'avais pas mesuré l'ampleur du mystère du film et de mon personnage. Et c'était en fait, dans le scénario, il y avait un côté beaucoup plus diabolique. Il racontait qu'il avait prostitué sa sœur. Il passait vraiment pour un sale type. Et je pense qu'au fur et à mesure, il a changé le ton du film et le ton de mon personnage. C'est devenu plus une comédie au tournage. Et puis, je pense un peu aussi sous l'influence, Santiago découvrant la France, découvrant plus l'esprit de la France, ce côté un petit peu ridicule et en même temps charmant. Il a un petit peu réorienté mon personnage. Mais à la base, ça devait être... D'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un a lu le roman dans la salle, parce que moi je ne l'ai pas lu, mais je ne sais pas si mon personnage est français ou... Enfin voilà, je pense que Santiago, c'est quelqu'un d'assez
fort et d'assez inspiré pour, comme les bons metteurs en scène, tout à coup changer de braquet en milieu de création pour trouver le vrai sujet et le vrai ton de son film. Je suis pas sûr qu'il soit français. D'après les entretiens que j'ai lus avec Santiago Mitre, je crois qu'il c'est à l'étranger, mais je suis pas sûr que ce soit en France. Et je pense que si j'ai bien compris, le choix de Clermont-Ferrand, par exemple, est lié à la tournée qu'il a fait sur ses films précédents. Un des premiers trucs qu'on lui a dit, il se réjouissait d'aller à Paris, tout ça, c'est prendre l'avion pour aller présenter ton film en province. Et il s'est retrouvé à Clermont-Ferrand. Et ça l'a un tout petit peu déconcerté, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il en a gardé un certain souvenir. Mais ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai découvert le film, c'est que c'est pas du tout, ça ressemble pas à un film français. À la fois c'est à Clermont-Ferrand, les personnages français, tout ça, mais on sent que c'est pas un Français qui a fait le film dans la mise en scène. Il y a un côté étranger, quoi. Ouais, mais y compris stylistiquement, c'est très appuyé. Enfin, il y a une marque très forte, y compris dans le choix des travelling, dans la façon d'enchevêtrer les récits. Son chef-op était argentin. Il avait amené une partie de son équipe. Mais les autres films de Santiago, notamment son film précédent, El Presidente, qui est un gros succès en Argentine, avec Ricardo Darín, qui est la grande star argentine, rien à voir avec ce film-là. Et là, il vient de retourner un autre film avec Ricardo Darín qui parle, je crois, pendant la dictature, il y a des enfants qui ont été enlevés très jeunes pour être mis dans des camps, enfin bref, un truc dramatique. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui explore différents genres. Alors toi, il t'a parlé de ton personnage comment, et comment du coup tu as travaillé le jeu de ce personnage-là, qui effectivement évolue quand même vraiment au cours du film. Alors, comme je suis arrivé un peu au dernier moment, on ne s'est pas beaucoup parlé avant. C'est au travers des costumes, comme souvent dans mon métier maintenant, c'est l'étape de l'essayage du costume qui me donne une indication sur l'esthétique du personnage et sur ce que le metteur en scène a en tête. Donc là, c'était son costumier argentin d'ailleurs, qui était très très bon, qui tout de suite m'a sorti des costumes comme ça, un peu dans les tons beiges, le côté très dandy, un peu Hidalgo, ringard, comme ça. Et là, je me suis dit, ah oui, ok, il veut ce genre de personnage un peu macho, comme une espèce de Aldo Baccione, enfin une caricature, quoi, mais version française. Donc j'ai découvert ça un petit peu sur le moment, et je pense que même lui, Santiago, a découvert qui était mon personnage en me voyant jouer, en me voyant m'approprier les dialogues. Et puis par exemple, le vin, c'était pas une scène qui était écrite, ça. Moi j'aime bien le vin, bon, j'ai l'habitude de déguster du vin, et j'ai pas suivi des cours d'œnologie, mais je sais comment ça se passe quand on déguste un vin. Tu vois, le premier nez, deuxième nez, rétro-olfaction, des choses comme ça. Donc je lui ai fait ça, et il m'a dit, mais ça c'est quoi ça? Je dis, bah ça c'est la France. En France, un vin, tu le bois pas comme ça, tu dégustes. Et ça l'a intéressé, il a mis ça dans le film. Et d'ailleurs, je regrettais un peu parce que c'était un vin nature qui n'avait pas une super robe. Et j'avais peur qu'à l'image, on se dise, mais c'est pourquoi il se fait tout un flanc sur ce vin alors qu'on voit très bien que c'est un petit pinard nature. Mais après, ça passait l'image. Ce qui est drôle, c'est que c'est quand même un tout petit peu ridiculisé dans le film par ailleurs, parce qu'il y a quelque chose d'assez pédant dans la façon dont il parle du vin et du jazz, et dont il impose. Oui, c'est comme un copain insupportable qui n'arrête pas de parler, qui frime avec sa collection de jazz, qui te laisse pas en placer une. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, il distille quelques clés, quelques informations, et que on sent que c'est vraiment un ami, quoi. Et à la fin, on a envie de retourner le voir, on ne peut pas s'empêcher de le tuer, comme c'est le cas de José. Mais on a quand même envie de passer du temps avec ce type sympathique et chaleureux. Qui a envie de poser une première question? Ouais. Bonsoir messieurs, dames. Je voulais savoir pourquoi Santiago Mitre, il a pris le morceau de Sidney Bechet, Petite Fleur, pour Lady Artrim. Est-ce que c'était dans le roman à l'origine ou c'est une invention de M. Mitre? En fait, le roman s'appelle Petite Fleur et je crois que c'est vraiment comme dans le film, c'est un peu comme ça, une espèce de moment de grâce. Quand ce moment arrive, ça développe plein d'émotions et de réactions chez les personnages. C'était déjà dans le roman. Je ne peux pas trop parler du roman parce que je ne l'ai pas lu, mais je sais que c'est un best-seller en Argentine. Et vous l'avez lu? Donc voilà, c'était déjà inclus. Et moi, du coup, j'ai écouté beaucoup Petite Fleur pendant la préparation. On a fait aussi un petit peu des séances de danse avec un couple de chorégraphes pour faire notamment la chorégraphie à la fin où je danse avec Daniel, où
fait des petits mouvements. On ne sait pas si c'est une danse de séduction ou un peu une mise à mort. Il y avait cet effet-là. Et il y avait pendant le tournage plusieurs versions de Petites Fleurs, et des versions plus ou moins rythmées, plus ou moins lentes. Et Benjamin, à la fin, a fait un très beau couplet qu'il a écrit lui-même, qui est un couplet inédit de la chanson. Pourquoi vous n'êtes pas chanté à sa place? Ah, parce que je déteste chanter. Oui, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'avec Benjamin, on était censé faire une tournée de musique, parce qu'on a fait un petit spectacle ensemble en Argentine, juste avant le confinement. Et on y serait allé avec Santiago, et c'était un rêve. Et puis il y a eu ce putain de confinement, et du coup, on n'y est pas allé. Mais là, j'aurais peut-être chanté Petite Fleur. Dans la version. Ouais, Une autre question? Moi, je vous ai vendu au dîner comme la salle la plus active de France. Merci. J'ai menti. Hein. Bonsoir. Moi, je trouvais que votre personnage, il était exaspéré, attachant. C'est véridique. Ouais. Tout à l'heure, vous avez dit que parfois vous êtes aventuré dans des films, je ne sais plus comment vous avez exprimé. Vous pensiez à quel film où vous êtes allé sans savoir où vous mettiez les pieds, je ne sais plus trop. Ouais, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Parce qu'en fait, moi j'ai commencé le cinéma quand j'étais petit avec Raoul Ruiz au Portugal, et les tournages étaient, comme j'étais à l'école, j'étais vraiment enfant, j'avais 9-10 ans, les tournages c'était comme une espèce d'aventure, un truc fantastique, quoi. Donc il y avait cette dimension pour un enfant de se retrouver dans un environnement d'adultes, dans un pays, là en l'occurrence c'était souvent au Portugal, où on ne comprend pas la langue, on ne comprend pas trop les enjeux du scénario. Et le cinéma a toujours eu cet attrait pour moi de rentrer dans un monde merveilleux, quoi. Et un tournage, c'est censé toujours aujourd'hui pour moi être une parenthèse. Enfin, maintenant, c'est plus des parenthèses parce qu'il y en a tellement que c'est la vie qui devient une parenthèse, mais voilà, une espèce de voyage. C'est un phénomène qui se reproduit moins quand on tourne à Paris ou en région parisienne parce qu'on retourne chez soi et que voilà, il y a ce côté plus quotidien. Mais sinon, pour moi, un tournage, c'est vraiment rentrer dans un autre monde. Et se transformer soi-même, et vivre avec d'autres gens, comme une espèce de rêve éveillé, quoi. Et ça, c'est accentué quand on arrive sur... Par exemple, ça m'est arrivé avec Xavier Dolan, quand je suis parti, de même que sur celui-là, je suis arrivé au dernier moment sur le film de Xavier Dolan, j'ai pris l'avion pour aller au Canada, sans le connaître lui, alors que le tournage avait commencé genre une semaine ou 10 jours plus tard après mon arrivée. Et là, j'ai eu vraiment l'impression une espèce de bourdonnement. Non, on vient d'entendre une explosion dans la salle d'à côté, je crois. Je te jure. C'est Top Gun. Voilà, exactement. Il y a Tom Cruise aussi. Oui, on fait plusieurs débats simultanés. Tu préfères être ici avec moi. Évidemment. Donc voilà, et pareil, ça m'est arrivé en Argentine, ça m'est arrivé en Chine. Et en fait, un phénomène que j'ai remarqué, c'est quand tu reçois un scénario, tu lis quelque chose, et quand tu fais le film, tu comprends d'autres choses, et quand tu vois le film, tu comprends encore autre chose. Donc c'est pas, ça reste nébuleux et mystérieux tout du long. Et plus c'est mystérieux et plus c'est incompréhensible, et plus j'ai l'impression de retrouver ce que j'ai pu vivre enfant, et voilà ce petit voyage un peu entre rêve et réalité, quoi. Alors, le mystère pour toi dans ce film, c'est quand même aussi le discours que le film porte de plus en plus sur la question de la routine. Et je veux bien que tu nous expliques comment toi tu peux veux l'expliquer. J'ai pas compris si c'était une bonne chose, si mon personnage croyait vraiment à cette idée de routine, parce que mon personnage il a l'air d'être quand même assez solitaire. Pardon ? Il se fait tuer tous les jeudis. Oui, il se fait tuer tous les jeudis. Tous les jeudis. D'ailleurs, on est jeudi, moi, enfin, je dis ça comme ça. Et donc, non, parce que pour moi, la routine, c'est vraiment le truc à bannir absolument, que c'est l'horreur, notamment dans un couple, il n'y a rien de pire que la routine. C'est un truc qui, doucement et de façon ennuyeuse, t'emmène vers la mort. Et là, dans le film, il a l'air de lui convaincre, enfin de le convaincre en lui disant non, en fait, c'est ça le bonheur, c'est là-dedans qu'on peut s'épanouir. Et je ne sais pas si lui-même y croit, et si Daniel y croit quand il le redit à sa femme, et si sa femme entend ce discours.
Alors, à la limite, il aurait parlé de rituel, j'aurais pu comprendre, mais la routine, pour moi, ça n'a pas très bonne presse. Alors, ce qui est intéressant par ailleurs, c'est qu'il y a ça, la routine du couple, qui est mise à l'épreuve dans les premières séquences et dans l'installation à Clermont-Ferrand, le rapport au travail qui va reprendre, etc. Mais en fait, ce qui est censé relever de l'exceptionnel, c'est-à-dire le crime, devient lui-même une routine compte tenu du fait que le film devient, si j'ose dire, un jour sans fin. On pense aussi à ce très beau film d'Harold Ramis. Et donc l'exceptionnel du meurtre, tout à coup, résonne avec une figure qui est celle du serial killer. Sauf que l'enjeu du film, c'est de tordre cette figure-là, puisque le serial killer, par définition, va tuer successivement des tas de gens. Or là, c'est la même personne qu'on tue chaque fois, avec cette invention qui est que du coup, plus on la tue, et plus on l'aime, et plus on la connaît, et plus elle nous apprend à mieux vivre dans le rapport aux autres, et plus du coup, elle devient le meilleur ami et le meilleur allié pour envisager l'autre figure négative, qui est Sergi Lopez, dans le film. Et je veux bien que tu nous parles du rapport entre ton personnage et celui de Sergi Lopez, ce que tu vois comme lien entre eux. Y compris, je te dis, je souffle ça juste comme ça, parce que pour moi, l'acte criminel ici, il a à voir avec la logique de l'exceptionnel que représenterait l'adultère, sauf que, puisqu'il va voir ailleurs, littéralement, du côté du voisin qui a une pelle, là, et que ce rapport à la séduction, effectivement, culmine dans la séquence de danse que tu évoques, sauf que la figure de l'adultère, elle est d'une certaine façon scindée entre le rapport de séduction qui s'instaure malgré tout entre ces deux hommes et la figure du rival qui sera représenté ensuite par Sergi Lopez, dont le mari est très explicitement jaloux. Débrouille-toi avec ça. Oui. Tu l'as bien fait. J'imagine que, en plus, il y a quelque chose dans la chromie des personnages. Moi, je suis un peu dans les beiges, c'est-à-dire je suis ni blanc, ni noir, donc il y a un côté un peu beige, un peu marron chez mon personnage, et chez Sergi, il y a des couleurs un peu lit de vin, un peu bordeaux, comme ça. Et donc je pense que ces deux figures, autant, mais je pense que Sergi est quand même plus du côté du mal et de la corruption. Il essaie d'entraîner les gens un peu dans sa chute et dans sa vision cynique et disons, ouais, que les choses, que lui, son kick, c'est de corrompre. Alors que moi, au contraire, alors que je suis OK pour... C'est-à-dire qu'en fait, je l'aime tellement, cet ami, et je suis tellement dans le don de soi, que de me faire tuer, je trouve ça cool et je trouve ça bien si ça lui fait du bien à l'autre. Il y a quelque chose d'un peu christique, c'est pas pour rien que je m'appelle JC dans le film, à Jean-Claude, et que ce type est OK de donner de sa personne pour que l'autre retrouve un peu le goût de la vie et ait quelques outils pour s'en sortir. Donc oui, je pense qu'en fait, c'est les versants du bien et du mal, et que ça joue avec ces démons. Mais ce qui est beau dans le film, c'est que mon personnage se présente au début plutôt comme une espèce de diable un peu manipulateur, pervers, égocentrique, narcissique, et que Sergi se présente avec l'apparence du bien. Ça me rappelle les paroles de Bob Dylan. Sometimes Satan comes as a man of peace. C'est-à-dire que de temps en temps, le diable se présente, d'ailleurs c'est son grand tour au diable, c'est de se présenter comme un type cool et bien, et un ami, quoi, gentil, qui vous embarque dans son truc et tout ça, puis qu'en fait son ambition c'est vraiment de vous tirer vers le bas. Et moi, mon personnage, il peut se présenter comme un type odieux et agaçant, et en fait, sa vraie mission, c'est de, quitte à aller jusqu'au sacrifice et de se retrouver dans la position de la victime, voilà, de soutenir et d'épauler cet ami, quoi. Donc c'est assez subtil finalement dans ce renversement du bien et du mal. Sergi Lopez, il connaît bien la figure de l'ami qui vous veut du bien. Ouais. Parenthèse, il est aussi très très bien dans le nouveau Woody Allen qu'on passe dans le prochain programme, où il a un petit rôle, mais il est extraordinaire pour The Films Festival. Voilà, digression. Qui veut poser une autre question? Le rapport à la BD, moi je... Ah, le rapport à la BD. Je pense que ça c'est dans le livre aussi, Petite Fleur. C'est aussi une spécificité française, enfin franco-belge disons. Et c'était aussi l'idée d'amener
un registre un peu graphique et de fiction, de rêverie. Mais voilà, je ne pourrais pas en dire plus parce que je sais pas quoi dire là. Les dessins, ils parlent beaucoup de son inconscient en fait. Oui, voilà, c'est ça, c'est comme un double, un peu comme un Jiminy Cricket, ce fameux Coco là. Et qui. Et en fait, je pense que le personnage de. Il y a un côté un peu Eyes Wide Shut finalement, dans le sens où le personnage de Daniel, central, c'est un type qui n'a pas de pulsion, qui n'a pas de désir, qui n'a pas de fantasme, qui est un petit peu perdu et un peu simple. Un peu comme le personnage de notre ami Tom Cruise là, dans Eyes Wide Shut, qui est confronté au fantasme et à la révélation de sa femme, se cherche lui-même une identité sexuelle quasiment. Et je pense que là, au travers de Coucou, au moment où il se met à dessiner frénétiquement des partous, des trucs un peu vénéneux et un petit peu malsains comme ça, ce type, en fait, aide Daniel à accepter sa normalité et son côté routinier. En fait, je pense que mon personnage, il ne croit pas vraiment à ce discours-là de la routine, tout ça, parce que lui, c'est un type tout seul, un peu mystérieux, bizarre, machin. Mais il se dit, ok, je vais faire en sorte que ce type accepte d'être l'homme au foyer, un peu routinier, un peu normal, pas flamboyant, pas pervers, et que finalement il est comme ça, et que c'est admirable chez lui, et qu'on devrait l'aimer, en tout cas sa femme devrait l'aimer aussi pour cette force qu'il a de rester, comme je le dis dans le film d'ailleurs, constant, toujours le même. Alors pour moi c'est l'ennui total par exemple. Un homme ou une femme qui est toujours le même, je m'en vais en courant. Mais apparemment lui, il trouve ça cool, et il trouve que c'est une qualité que ce Daniel soit... on puisse aller vers lui, on le retrouvera toujours pareil, il n'a pas la perversion, il essaye en dessinant son coco et en trouvant un double un peu obscur, mais finalement non, c'est un mec bien, un type normal. Enfin, en même temps, il a beaucoup d'imagination pour les tuer. Oui, c'est vrai, mais je l'aide aussi parce que à un moment quand il casse son verre et tout ça, on sent bien que je le guide aussi. J'essaye de trouver en fait dans l'histoire, mais c'est pour ça que j'aime ce film, c'est que quand on y pense, on peut trouver plein de choses un peu secrètes et sous-jacentes qu'on peut nous-mêmes faire sortir du chapeau, disons. Je ne sais pas si c'est inclus en puissance dans le film ou si c'est notre interprétation qui donne lieu à des choses, mais quand je lui dis le verre, il casse son verre et je lui dis mets-le là, et lui il s'en fout, tu vois, mais je dis non, mets-le là, parce que je sais qu'à un moment ce sera facile pour lui de me tuer avec, donc j'anticipe quand même tout ça. Peut-être que moi, mon personnage au début, c'est un tentateur, peut-être qu'il essaie de voir le mal qu'on peut supposer chez chacun de nous, chez Daniel, le personnage de José que joue Daniel, et qu'en fait, au bout d'un moment, mon personnage se dit, bah, ce type, même s'il me tue, il n'est pas mauvais, il n'y a rien de mal chez lui, donc je suis assez admiratif en fait. Et même le tournevis, à la fin, c'est quand même clairement toi qui lui donne. Enfin, oui. C'est toi qui invente les armes successives du crime. Ouais. Alors peut-être je lui donne aussi l'occasion de développer sa face obscure. Oui, ce qui donne une autre réponse possible à la question, c'est que la BD va permettre de canaliser ces pulsions négatives et destructrices pour que peut-être tu finisses par vivre, puisque le tournevis va être posé sans le crime accompli. Et donc il y a cette ouverture-là de peut-être finalement tu vas devenir un voisin normal aussi et être intégré à sa vie, puisque les pulsions de mort, les pulsions destructrices vont trouver un lieu d'incarnation et de représentation dans ces dessins. Avant, il décidait des choses très simples. En fait. Oui. Oui. Ça parle aussi d'initiation, je pense aussi bien le personnage de Vimala avec cette figure un peu maléfique de Sergio Lopez, c'est aussi un film sur l'initiation et même l'initiation d'un étranger au vin, au jazz, à la France, voilà, au côté obscur. Voilà, je pense que ces deux figures d'initiateurs qui s'emparent d'un couple. Enfin, il y a plein de niveaux, il y a plein de registres, je pense, effectivement. Mais la routine ne gagne pas vraiment parce qu'il l'a reséduit en lui parlant de routine. Oui. Et après, ils vont tuer ensemble. Oui. Oui, mais ils arrivent, c'est comme si lui arrivait à inclure sa femme dans cette espèce de routine-là et que ça devient comme si tous les deux allaient trouver du plaisir dans ce sacrifice, quoi. C'est comme si tout à coup, elle a essayé de l'emmener dans ces séances atroces de psychothérapie, je sais pas quoi, et que lui, de son côté, son truc avec son voisin qui cache et qui dit pas, il avait à la fin envie de le partager avec sa femme, comme s'il avait trouvé une porte un peu secrète qui menait à un apaisement ou à une révélation, quoi.
Et à la fin, je pense que c'est peut-être comme dans un couple, quand tout à coup, il y a une impasse, même du point de vue du désir, disons, et qu'il y en a un qui trouve une solution et l'autre accepte, et que du coup, ça réouvre le champ des possibles. Bah, bon, il y a ce côté un peu Eros et Thanatos dans cette histoire, c'est sûr. Il y a aussi un côté expérimental dans le film pour les spectateurs, dans le fait que tout n'est pas dit, il n'y a pas de manipulation. Ça laisse donc un espace d'intuition, de réflexion, et surtout que dans le film on voit qu'il y a quand même une liaison très forte entre la transgression et la création. C'est grâce finalement à la transgression qui retrouve la création. On retrouve un peu aussi l'idée du film de Harry Anami qui vous du mal. Il faut mourir pour renaître. Et puis il y a des références aussi avec un Basic Instinct à la fin. Oui, le pic à glace là. Donc, mais pour le spectateur, c'est vraiment une expérience parce que effectivement, ça génère chez le spectateur une envie de réfléchir, oui. Et effectivement de trouver chacun une interprétation, et ça c'est intéressant. Absolument, absolument. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de. Il vous prend pas par la main en vous disant voilà, lui c'est le gentil, lui c'est le méchant, et c'est comme ça que ça se passe dans la vie. C'est trouble. Et je trouve que c'est un beau film, tout en étant une comédie, mais sur cette ambiguïté, et comme on est tous dans le monde un peu paumés face à des forces qui essaient qui nous traversent. Quoi. Là, vous avez tous remarqué l'utilisation de la tour, de la cheminée de l'usine. La première fois qu'on dessine Koku, mais vous l'avez remarqué, voilà. La caméra va faire une sorte de panneau travelling, je crois, et du coup va le recentrer, et ça devient très clairement le sexe du personnage en direction. Mais ça peut être aussi un sous-texte du film, effectivement, une fois qu'elle a eu son enfant, ça se trouve, lui, il perd un peu de sa libido et de sa virilité, et le mec que j'incarne à côté, un peu macho, comme ça, la moustachette, le côté, moi, mon gars, je vais t'apprendre la vie. Et que ce fait de mettre à mort ça, enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont sous-jacentes. Mais ça, c'est le côté, je pense, un peu latino, enfin sud-américain, où les choses n'ont pas besoin d'être psychologisées et didactiques pour que les forces... Ça me fait penser à un truc du Duende, là, espagnol, où... Lorca. Voilà, Lorca. Où tout à coup, il y a les forces qui viennent du fond de la terre, enfin voilà, et qui nous animent comme des pantins ou comme des danseurs, et un coup c'est le mal, un coup c'est le bien, et on est victime de ces... Enfin, on est traversé en tout cas par ces puissances, quoi. Et c'est pour ça que je disais que c'est un film qui n'est pas français, quoi, dans la facture, mais aussi dans ce que ça charrie de ses idées de force, quoi. D'ailleurs, lui ne cite que des écrivains sud-américains dans les influences probables autour du roman. Il y a le roman lui-même, mais il y a aussi l'univers dans lequel le roman s'inscrit, notamment Bioy Casares. Bonsoir. Et une petite question plus terre à terre. Est-ce que il y avait une bonne alchimie avec l'acteur qui jouait José, vu que vos scènes sont... Enfin, vous jouez qu'avec lui, en fait. Et est-ce que vous avez rencontré le reste du casting? Je ne sais pas trop comment ça se passe après sur ce type de... Moi, j'avais toutes mes scènes avec Daniel, donc qui est un acteur uruguayen qui parlait pas français et qui était un peu comme son personnage largué. Et donc moi, j'en profitais pendant les scènes en faisant des petites improvisations et en le regardant. Il ne savait plus si c'était le texte, si c'était pas le texte, si c'était prévu ou pas prévu. Et c'est ce qui crée un effet un peu comique, c'est aussi de voir ce type totalement déraciné et largué. Et il y a eu des petites trouvailles pendant le tournage, quand je le reprends systématiquement sur sa prononciation, ça c'était pas écrit. Et ça m'amusait parce que comme il faisait lui-même les fautes, à Daniel, je disais non, c'est travail. Ce qui n'est pas facile à dire en espagnol. Et donc ça, Santiago l'a gardé, et ce qui crée un effet comique. Parce qu'effectivement, Daniel était lui-même assez... Son rôle est difficile à tenir, parce que moi, j'ai du texte, j'ai mes costumes, j'ai mon délire, mais lui, c'est au contraire tout dans le regard, dans la retenue. Voilà, et le comique vient beaucoup de lui, en fait, c'est le contre-champ, toujours, comme dans la comédie, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un qui fait le guignol, et puis c'est le mec qui est largué, qui est plus drôle, en fait. Et donc là, il y avait ce phénomène-là, mais qui était naturel chez Daniel, parce qu'en plus, j'en rajoutais, pour qu'il soit, effectivement, un peu déraciné, quoi. Et ensuite, Vima Lapon, je l'ai rencontré vite fait, un jour où
Bah, à la fin, il y a une scène ensemble. Et c'est une actrice que j'ai toujours admirée, qui a vraiment un gros potentiel, autant physique que dans le visage, plein d'expressions, quelque chose un peu clownesque comme ça. Et voilà, qui est une grande actrice. Sergi, malheureusement, je ne l'ai pas rencontrée. Mais ce qui est marrant, c'est que dans mon film, on ne sait pas effectivement si j'existe pour de vrai, si je suis un fantasme de José. Donc ça m'allait aussi très bien d'être juste comme ça avec Daniel. Automatique. Moi, j'ai été très intriguée par le design et le mobilier. En fait, j'arrive pas trop à savoir à quelle époque ça se passe. De tous les lieux ou... Alors surtout, en fait, on a l'impression que le film, je me suis vu dans les années, je sais pas, 70, début des années 80. Et puis bah, chez Jean-Claude, c'est assez dingue le mobilier, mais en même temps, il y a un écran Mac. Oui. C'est un peu le seul... Enfin, c'est assez bizarre, ça m'a intrigué. Ouais. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a rien, mais il y a cet écran Mac. Ouais. Et du coup, je trouve que ça amène justement quelque chose de complètement irréel chez ce personnage. Enfin, en fait, c'est presque un truc du futur qui est là. Du coup, j'arrive pas à savoir si c'était une volonté du réalisateur. Oui. Est-ce que vraiment ce film se passe plutôt dans les années 70, 80 ou maintenant? Enfin, il y a vraiment la volonté de perdre un peu de... Oui, je pense que c'était inclus dans son idée, surtout par rapport à mon personnage, de jouer avec la frontière entre est-ce que j'existe ou est-ce que j'existe pas, est-ce que je suis un fantôme, un revenant ou une espèce de djinn comme ça qui surgirait dans sa vie. Et même dans l'apparence, il y a un côté très désuet, un peu, même le fait que même le mec soit scotché sur le jazz. Et tout à coup, il y a cet écran max, c'est effectivement, vous avez raison, c'est pour jouer avec un côté un peu intemporel, comme un esprit, quoi. Alors que le reste du film est assez réaliste, finalement, la vie qu'il a avec son bébé, sa femme, il donne la bouillie, les couches, enfin, il assiste quand même pas mal sur le côté, le registre réaliste, disons, de cette histoire-là, et parallèlement à ça, mon personnage qui, lui, est un peu hors du temps, et un peu énigmatique, comme ça. Oui, mais oui. Moi aussi, j'ai été surpris quand j'ai découvert le design et le look de mon personnage. Une autre question? On n'a pas abordé du coup le côté un peu gore quand même du film, parce que comme tu baignes dans le sang souvent. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, si c'était pour toi une source d'intérêt, voire d'excitation en tant qu'acteur, parce que c'est pas un genre que tu vas forcément très souvent côtoyer, ou si c'était au contraire... Je suis passé par plusieurs sensations. Au début, c'est très amusant. Puis à la 15e fois, c'est plus très amusant. Et puis à la 16e, finalement, on se dit, ah non, là, finalement, c'est quand même marrant, j'ai de la chance d'être couvert de sang et que ce soit pas mon vrai sang. Et il y a un côté très technique dans ces scènes-là. Par exemple, quand il me tranche la gorge avec le verre, là, j'ai donc une fausse gorge, avec un tuyau de sang en dessous et un mec derrière qui pompe. Ça gicle, et ça gicle jamais vraiment bien, pas dans le bon sens, un coup ça part derrière, un coup ça part là, et le coup se détache un petit peu. Il y a un côté vraiment farce et attrape, quoi, qui est amusant. Je l'avais déjà connu sur les films de Raoul Ruiz quand j'étais enfant et qui m'amusait beaucoup quand j'étais petit, et ça m'a aidé pour, par exemple, ce genre d'expérience. Mais oui, ça dédramatise, c'est-à-dire qu'il y a du sang partout, et c'est du sang quand même très réaliste. Quand j'étais petit sur les films de Ruiz, c'était du vrai sang de porc, et c'était assez effrayant parce que ça puait, il fallait le chercher chez le boucher, il y avait des seaux, enfin c'était vraiment plus destroy. Là, c'est du sang, voilà, qui s'en va très facilement à l'eau. Quand même, au bout d'un moment, à force de baigner dans son sang, on ne peut pas s'empêcher de penser à sa propre mort. Mais bon, c'est des expériences dans le cinéma. On a aussi des fois la chance, par exemple quand on est acteur, des fois on va dans des lieux dans lesquels on n'irait jamais quand on n'est pas acteur. Et expérimenter ça, le fait d'être couvert de sang, et en même temps joyeux, et boire une bière, c'est agréable, c'est sympa. Mais c'est quand même, tu passes un peu de l'autre côté quand même. Tu n'as pas la même vie que d'autres gens qui n'ont pas cette expérience-là. Par exemple, je sais qu'il y a, sur les métiers, par exemple, moi je suis rentré dans des centrales nucléaires, dans des usines d'aluminium, dans une morgue, dans des hôpitaux, dans des commissariats, donc tu passes du temps quand même, des fois 15 jours, un mois, dans des lieux dans lesquels normalement auxquels on n'a pas accès même. Des lieux ancestraux, des grottes, des cavernes, des trucs comme ça. Donc. Et puis de se retrouver avec différents costumes, se voir dans la glace habillé en flic, je ne l'ai jamais fait,
mais se regarder dans la glace avec une poitrine de femme, par exemple, comme j'ai fait pour Laurence Anyways, ou de se regarder dans la glace couvert de sang. C'est quand même des choses qui, dans ton mental, si tu fais, disons, tu sors de ton corps et tu as ton esprit qui te regarde, et ben cet esprit-là, au bout d'un moment, il a quand même vu son corps dans des états pas très normaux, disons, et que l'être humain n'est pas forcément censé voir comme ça sur le long terme. Donc, ça peut être... c'est particulier. Et comment tu as travaillé là les 32 façons de mourir différentes? À un moment, on se dit, ah oui, alors le film travaille du coup à la mise en place de ce rituel-là, le rituel de mort. Comment est-ce que tu trouves le bon équilibre pour faire en sorte précisément de ne pas être dans la répétition mortifère pour le film lui-même? Qu'est-ce que vous cherchiez ensemble avec ça? C'était à la fois d'être réaliste, parce que le film joue sur les deux tableaux, à la fois réaliste et à la fois grotesque, et pareil dans les mimiques, dans les sons, dans les attitudes, une fois qu'on vous tranche la gorge, qu'on vous étouffe, qu'on vous empoisonne, c'est effectivement, il fallait trouver un petit peu des idées à la fois comiques et réalistes, et pas répétitives. Mais bon, ça vient sur le moment, en fait, c'est de l'imagination. Il y a un jeu très ludique aussi là-dedans, un peu comme quand on est enfant et qu'on joue au cow-boy et qu'on fait le mort et qu'on... Alors c'est très amusant parce que une fois quand on fait des scènes comme ça, justement, quand un mec a un flingue dans un film, il peut pas s'empêcher de faire BAM BAM quand il tire avec le pistolet, tu vois. Donc il y a ce phénomène quand même de retour à l'enfance, de jouer. C'était le côté ludique du tournage, ça. Après, tu te poses la question, est-ce que ce bruit-là j'ai déjà fait? Est-ce que quand on tranche la gorge, il sort d'où le son? Est-ce qu'il y a du son qui peut sortir de la gorge tranchée? Est-ce que quand tu es sous un plastique... Enfin, tu vois, ce genre de petits questionnements, mais c'est du jeu. Il y a des gens dans l'équipe technique à qui tu peux poser ce genre de questions? Il y a quelqu'un qui tout à coup te dise... Conseiller mort. Ouais, j'ai vu mourir beaucoup de gens. Une autre question? Deux, on va dire. J'y vais. Je sais plus s'il y a des protocoles. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi un petit clin d'œil à la femme du mal d'Orson Welles? À quel niveau? Notamment quand il prend le gourou, là. C'est possible. C'est possible. Je pense que de toute façon, La Sauve du Mal, c'est un tel classique que beaucoup de metteurs en scène s'en inspirent. C'est génial aussi. Ouais, absolument. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas trop. Ça me vient pas comme ça, non. Il y a un petit clin d'œil furtif à la scène de la douche de Psychose, par exemple. Sauf Oui. qu'elle est renversée, c'est-à-dire que c'est la femme qui arrive de l'autre côté du rideau de douche et qui crée un effet de surprise au moment où l'homme est à l'intérieur de la douche. Mais j'ai vu Santiago beaucoup s'amuser surtout, c'est ça qui m'a fait plaisir aussi, et c'est là où j'ai retrouvé un petit peu le côté des films que je pouvais faire dans les années 80 avec Ruiz, c'est que j'ai vu un gars qui était là pour s'amuser. Peut-être le fait aussi d'être déraciné, d'être en France, d'être un peu comme un enfant qui découvre une nouvelle culture, qui comprend pas tout mais qui trouve ça marrant. Et donc j'ai vu Santiago s'amuser sur le tournage. Vous savez quelque chose sur le choix d'Hervé Villard? Je pense que Santiago a dû se demander autour de lui quel est le chanteur le plus... Regarde! Voilà, je pense que ça aurait été en Argentine, il aurait su quel... Là, on lui a dit Hervé Villard, il est sûr qu'il a accepté et que c'était très cool de sa part, beaucoup d'humour et très sympathique. Mais bon, c'est encore une fois, c'est mystérieux pour moi. Pourquoi est-ce que tout à coup, elle l'emmène, enfin, ils vont voir un concert d'Hervé Villard? Voilà, mais c'est aussi la chance quand on a un metteur en scène qui vient de l'étranger, qui tout à coup nous donne un éclairage sur notre culture. Mais j'ai presque eu envie d'aller voir Hervé Villard en concert après. Je me suis dit, waouh, tout le monde fait les chorés. Il est là ce soir. Il y a des metteurs en scène étrangers qui viennent en France faire des films. Il y a eu Kiarostami, des Japonais et tout ça. Bon, bah, Santiago a fait ça. Mais je trouve que son film, il est pile au milieu, quoi. Entre argentin, enfin sud-américain, et quand même très français.
Et je pense que si tu le montres à quelqu'un, il ne pourra pas te dire d'où vient ce film, quoi. Bah, il est beaucoup parlé en espagnol quand même. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Vima Laponce, qui parle tout à fait bien l'espagnol, a fait un super boulot de jouer dans les deux langues. Lui, il dit qu'elle ne parlait pas espagnol avant le tournage, qu'elle a appris pour le film. Oui, je crois qu'elle avait appris à l'école, mais qu'elle avait beaucoup bossé. À ce niveau-là, ok. Ouais. Il semblerait qu'Hervé Villard soit connu en Argentine, par ailleurs. Il le connaissait là-bas, oui. Ah ouais. Il explique qu'il y a 3-4 chanteurs des années 70-80 qui sont connus et qu'en particulier, il connaissait Caprice et Fini. Voilà. Et que l'enjeu, évidemment, dans le film, c'était d'intégrer cette chanson pour montrer que malgré tout, il y avait de l'espoir, parce que Caprice n'était pas tout à fait fini. Monsieur ? Dans le monde entier. Oui. Ça vient d'une famille très réputée en Argentine. Il vient d'une famille qui a eu un président. Alors attendez, ça il va falloir le dire dans le micro, parce que sinon tout le monde ne vous entend pas. Ah mais attendez, mais il faut vraiment m'attendre. Ça, disons, dans la littérature argentine, Cortázar a fini ses jours ici en France. Il est enterré ici en France, Cortázar. Julio Cortázar, oui. Oui, voilà. Et Bioy Cassar et Borges, c'est pas par hasard qu'il appelle Jorge. Ça veut dire, c'est Jorge Luis Borges qui joue avec les temps et tout ça. Et pour les Européens, disons, Buenos Aires, c'était les derniers ports européens de Latine-Amérique. J'imagine que vous connaissez tout ça. Un petit peu. Vous êtes argentin vous-même? Non, je suis italien. Ah. Voilà. Mais mes parents, j'ai vécu en Argentine. Le fascisme dans les services culturels italiens. Je connais très bien l'Argentine. J'ai passé quelques années de mon enfance. Mais l'Argentine, que tout le monde dit, il faut tenir présent que l'Argentine, que tout le monde dit, c'est magnifique et tout ça. Depuis 40 ans, c'est un pays très loin d'être magnifique. Très loin. Ça n'empêche pas qu'il y a une très bonne université, une très bonne université, une très grande développement artistique. Mais à niveau de la construction de l'histoire de l'Argentine, c'est très loin d'être un pays magnifique. Mais il y a un grand lien entre la France et l'Argentine, mais il y a un côté oui. proximité. En plus, sûrement vous connaissez, grande partie de les chants et pendant l'époque des Vichy sont partis à l'Argentine. Oui, ben, la route des rats et tout ça, oui. Voilà. C'est cette histoire. En Argentine, au Uruguay, au Brésil, mais l'Argentine, c'était dans ces moments, dans les années de la montée des fascismes, à partir des années 40, et un peu avant, l'Argentine avait accueilli une énorme quantité de ces territoires européens. Mais à vrai dire, je suis déçu que Santiago ne soit pas venu pour la sortie du film à Paris, parce que je pense qu'il avait beaucoup de choses à dire et à expliquer sur ce film mystérieux. C'est vrai que moi, en tant qu'acteur, je ne me sens pas non plus totalement... je n'ai pas tous les tenants et les aboutissements. Mais c'est joué dans une chose qui sont, moi, plus que latino-américain que soi-même, je trouve que c'est très manuel. Oui. Les manuels mexicains, oui. Surtout, et après, avec les cynismes des dernières manuels discrets de Charles de la... Oui, bah, comme le regard de Buñuel sur la bourgeoisie française. Oui, voilà. Un ou deux clins d'œil explicites. Il y a deux autres cinéastes qui sont convoqués par le film au passage, enfin un dans le dossier de presse qui est Hugo Santiago. On a accueilli dans cette même salle, qui est d'ailleurs la seule salle française, je crois, où il a montré son dernier film, Le ciel du centaure, et qui est bloqué depuis. Personne d'autre ne l'a vu. D'ailleurs, la seule vidéo filmée de lui parlant de son film, c'est dans cette même salle-là, la salle 4.
Et il y a Jodorowsky qui est convoqué par le film comme une référence du personnage joué par le gourou, voilà, et qui aurait indiqué Santiago Mitre à l'acteur, à Sergi Lopez. Qui veut poser la dernière? C'est maintenant. Ouais. Non, je croyais que c'était une main. C'était un coup d'appuyer, mince. Normalement, le rythme veut que ce soit là. Tu vas nous faire un petit coup de clarinette? C'est dégueulasse de balancer ça comme ça. Il va siffler Petite Fleur de bout en bout. Ouais, merveilleusement. C'est pas aujourd'hui. On verra ça pour les 50 ans du Méliès. Merci beaucoup, Merci à toi. Melville. Merci beaucoup.